Chers amis, bon ça y est, on arrive au bout du chemin. Voici donc ma stratégie dans le décollement de rétine rhegmatogène. Je vous ai déjà presque tout dit, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin en vous offrant une sorte de répertoire de cas cliniques, en faisant intervenir plusieurs détails dont on n'a pas encore parlé, comme la gestion du volume disponible et l'étendue du décollement. Pour chaque cas, je vais vous proposer une suggestion thérapeutique que j'essaierai à chaque fois d'argumenter pour renforcer cette idée qu'on doit raisonner devant un décollement de rétine. Notre discussion va donc être de déterminer quels sont, pour chaque décollement rhegmatogène de première intention, les éléments sémiologiques qui vont nous inciter à pratiquer un simple laser, une cryogase, un drainage additionnel, une indentation avec ou sans drainage, un facteur pli associé, une vitrectomie avec ou sans indentation ou une dissection. Alors bien sûr, comme dans le IVRS hardist dit, tous les cas que je vais aborder seront présentés et discutés en fonction de la déhiscence la plus grave. Par ailleurs, je ne ferai pas intervenir dans la stratégie des considérations d'ordre général, âge, dégradation de l'état général, grossesse, impossibilité à tenir une position qui peuvent changer la décision thérapeutique. Je commencerai par éliminer rapidement, puisque nous en avons déjà parlé dans le chapitre 10, tous les cas où, quels que soient les détails sémiologiques du décollement, on commence par une vitrectomie. Ce sont tout d'abord les décollements où l'on ne voit pas suffisamment bien la rétine, soit à cause d'une hémorragie du vitré ou d'un trouble inflammatoire du vitré, cas pour lequel on n'a pas le droit de temporiser, soit même à cause d'une cataracte secondaire dont un traitement par YAG pourrait exposer à un stimulus inflammatoire. On peut ajouter là les cas d'opacification cornéenne ou de délabrement du segment antérieur qui vont d'emblée poser l'indication de chirurgie endoscopique. Ce sont également les décollements combinés à d'autres pathologies intercurrentes qui, là non plus, ne peuvent pas être traités dans un deuxième temps, comme un trou maculaire, une luxation du cristallin ou d'un implant. Je ne parlerai pas, bien sûr, des associations à des rétinopathies proliférantes ou des perforations, puisque nous limitons nos échanges au décollement rhegmatogène. Mais j'aborderai par contre un détail qui, bien que pouvant être inclus dans la sémiologie du décollement, doit être mis à part, c'est la rupture de la barrière hémato-oculaire marquée essentiellement par une grande hypotonie oculaire. Nous en avons parlé dans le chapitre 2, le chapitre 10 et même dans le chapitre dernier. Il y a une correspondance très exacte entre les cas où l'on trouve des chiffres élevés de flares et des cas où il y a nécessité pour obtenir des suites plus simples de réaliser un décollement de la hyaloïde adhérente et donc de faire une vitrectomie. Et cela, quel que soit le stade du décollement. Soyez donc attentifs à la pression oculaire préopératoire. Dans tous les cas que l'on vient de voir, la vitrectomie doit être complète, même si la pathologie associée ou le traitement que l'on va découvrir en cours de vitrectomie ne le nécessiterait pas. En effet, même s'il s'agit d'un décollement de stade 0, après la vitrectomie, l'épithélium pigmentaire va pouvoir passer à travers la déhiscence et il ne faut pas lui laisser de structure collagène pour proliférer. Ces cas étant éliminés, voyons maintenant la discussion en fonction des détails cliniques du décollement. Et commençons tout d'abord par les décollements rétinogènes de stade 0 sans DPV. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier un peu mieux les choses en me référant à cette étude de plus de 4000 cas de décollement rhegmatogène de première intention que j'ai présentée en 2003.
Le terme rétinogène désigne un décollement avec un mécanisme pathogénique spécifique. Le fait qu'un décollement soit survenu sans participation vitréenne, mais il peut se présenter avec ou sans DPV. Rien ne peut empêcher un œil qui a déjà fait son DPV de développer un trou équatorial par lequel passeront les cellules de l'épithélium pigmentaire pour donner un tyndale pigmentaire. Donc, rétinogène ne veut pas obligatoirement dire stade 0. Et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'un certain nombre de décollements par trous équatoriaux ou même par trous maculaires peuvent entraîner un stade A ou C. Le stade 0 signifie simplement qu'il n'y a pas de pigment dans le vitré. La plupart du temps, il correspond à des décollements régmatogènes sans DPV, mais j'ai pu également et paradoxalement trouver certains décollements vitréogènes liés à des déchirures, petites ou moyennes, sans pigment intravitréen. Est-ce parce que je n'avais pas de liste d'attente et que j'ai examiné ces malades dès la survenue des premiers signes avant que le RPE-GF ait eu le temps de s'activer? Je ne saurais dire. Mais cela veut bien dire qu'il faut distinguer les décollements rétinogènes des stades 0. Rétinogène n'est pas synonyme de stade 0 et stade 0 n'est pas synonyme de rétinogène. Voyons donc pour commencer les décollements rétinogènes sans DPV, donc de stade 0. On retrouve dans cette catégorie de décollements les décollements par trous équatoriaux, par dialyse à l'aura, par trous maculaires et quelques autres cas rares comme les fossettes colobomateuses de la papille ou les schisis décollements. Et commençons tout d'abord par les plus nombreux, les trous équatoriaux atrophiques. Ils représentent plus de 11% de tous les décollements de première intention et méritent donc qu'on s'y attarde un peu. Il s'agit de trous atrophiques survenant probablement, comme le trou maculaire, dans le contexte d'une ischémie choroïdienne en regard d'une zone de partage des os, comme je l'ai évoqué dans le chapitre 9 de la playlist sur la macula. Le liquide vient d'une lacune vitréenne équatoriale en regard. Le vitré est sain et il ne participe pas à la constitution du décollement. La vitrectomie est donc une contre-indication formelle. La simple obturation du ou des trous va permettre la réapplication spontanée de la rétine. Le tout est de savoir si cette obturation doit être obtenue par injection de gaz, indentation ou les deux associés. Cette décision va dépendre de plusieurs facteurs et voyons les différents cas qui peuvent se présenter. Tout d'abord, les cas où il n'y a qu'un seul trou. Attention, on parle bien de trous trophiques, pas de déchirure où la traction vitréenne a arraché le clapet. Soyons bien précis sur les définitions. Si ce trou est isolé, découvert de façon fortuite et n'entraîne pas de décollement, cela signifie qu'il n'est pas en regard d'une lacune vitréenne équatoriale et que, comme l'a prouvé Bayer, le risque qu'il entraîne un décollement est très très faible. On peut donc hésiter à le traiter. Pour ma part, pour des raisons de responsabilité, parce qu'on ne sait jamais si ce trou ne vient pas de survenir, je recommanderais de se faire encercler ce trou par une photocoagulation au laser. Si ce trou entraîne maintenant un décollement, il ne fait nul doute que là, il faut le traiter. Et l'attitude va alors dépendre de la taille et de la localisation du décollement. Si le décollement est tout petit et suspendu, s'il n'atteint pas l'aura et permet donc 2 à 3 rangées confluentes de laser, non seulement en arrière, mais également en avant, c'est-à-dire entre le décollement et l'aura,
je crois qu'il n'est pas trop risqué de ne proposer qu'un traitement par photocoagulation. Si par contre, ce décollement, même petit, va jusqu'à l'aura, je serai tout à fait opposé à une photocoagulation en fer à cheval. Ayant vu trop de décollements franchissant les barrières laser par en avant après décollement de la rétine ciliaire. Il faut donc traiter chirurgicalement, il faut boucher le trou. Mais avec quoi? Une bulle de gaz ou une indentation? La sécurité est de faire une petite indentation longitudinale de PTFE ou de silicone dur centrée sur le trou, d'un demi-cadran de longueur, afin d'obtenir juste le contact avec le trou. Cela va vous demander 10 minutes de chirurgie. Plusieurs conseils: n'ajoutez pas de facteur pli qui ferait bâiller le trou, pas besoin de gaz. Et d'ailleurs, une indentation de cette longueur va en elle-même prendre entre 0,10 et 0,15 cc de place, et vous aurez peut-être besoin de faire une ponction de chambre antérieure pour obtenir le contact. Et comme vous ne pourrez pas, sans risque, drainer le liquide sous-rétinien, faute de place, vous serez en manque de place pour injecter du gaz. La seule exception que je verrai à la réalisation d'une indentation, même petite, est lorsque le trou est exactement à midi. Dans ce cas, on peut envisager une cryo, ponction de chambre antérieure, ce qui va donner 0,2 à 0,3 cc de place, et injection de 0,3 à 0,4 cc de SF6. Le malade n'aura aucune difficulté à regarder la télé les 2 jours suivants avec la tête droite. Un positionnement aussi précis pour un trou situé ailleurs qu'à midi serait pour moi trop hypothétique. L'avantage de cette procédure cryogaz est le peu de traumatisme infligé et sa durée de l'ordre de 4 minutes. Si maintenant le décollement est beaucoup plus important, s'approchant ou dépassant un cadran, mes réticences à n'utiliser que cryogage s'estompent paradoxalement, à cause de la possibilité de faire un drainage du liquide sous-rétinien, ce qui permet premièrement de remettre la rétine à plat, si tant est qu'on utilise la technique d'échange que j'ai indiquée dans le chapitre 9 de cette playlist, mais aussi et surtout d'obtenir un volume utile pour injecter une bulle de gaz suffisamment importante. Maintenant, toute la discussion pour déterminer quels cas doivent être traités par indentation et quels cas peuvent être traités par cryoponction gaz va dépendre de plusieurs paramètres. Tout d'abord, la localisation du trou. J'avais tendance à traiter par cryoponction gaz les décollements où le trou était situé dans les 2/3 supérieurs de 8 heures à 4 heures, à moins que l'état du malade interdise tout positionnement. Sauf cas spéciaux, les trous situés entre 4h30 et 7h étaient traités par indentation en raison du problème de positionnement. La présence de kystes intrarétiniens au voisinage du trou ou la ligne de progression qui accompagne souvent ce genre de décollement, à proximité du trou également, m'incitait également à faire une indentation. J'avais peur que la proximité du kyste ou de la corde gêne l'efficacité de la bulle, dont la force d'appui, appelée force de flottaison, est proportionnelle à la hauteur de la bulle. Et souvent, dans ces cas, on n'a pas la place d'injecter une grosse bulle. En fait, la seule personne que je n'ai pas guérie pour un décollement par trou trophique est un malade âgé présentant depuis plusieurs années un décollement rétinogène avec des lignes de progression très marquées et que j'ai traité par cryoponction gaz et qui ne s'est pas réappliqué.
Le malade a démissionné devant une proposition que je lui avais faite de réintervenir en faisant une indentation. Et je dois vous avouer que je garde un mauvais souvenir de ce cas, ce qui explique mon attitude. Voyons maintenant les cas où plusieurs trous sont présents. Tout d'abord, bien sûr, les cas où tous les trous sont dans le même secteur. Là, rien ne va changer dans ma stratégie. Qu'il y en ait deux, comme ici, où je ferai peut-être cryogaz, bien que la ponction ne pourrait pas se faire ni à 9 h ni à midi, donc ne serait pas faite dans un raffet avasculaire intervertiqueux et ferait courir un risque hémorragique, ou qu'il y en ait trois, comme ici, où là, sans hésitation, je ferai une indentation inférieure. Le problème se pose lorsque les trous occupent plusieurs cadrans. Vous avez compris au cours de tous ces chapitres que ma volonté est toujours d'entraîner le traumatisme minimum. Lorsque les trous occupent à la fois le cadran supérieur et le cadran inférieur, on ne peut pas imaginer de ne traiter que par cryogaz, car la bulle aura du mal à appuyer en même temps en haut et en bas. Dans un cas comme celui-ci, j'aurais tendance à n'indenter que les deux trous de 7 et 8 heures et à traiter les trous de 10 et 11 heures par le gaz. Le risque de gêner la circulation vertiqueuse serait bien moindre. Ce n'est que s'il n'y a pas suffisamment de place, disons la moitié d'un cadran, entre les trous inférieurs et les trous supérieurs, comme ici, que je ferai une indentation de près d'une éméritine de 6 heures à 11 heures. En effet, je ne veux pas qu'une déhiscence se trouve sur le versant descendant d'une indentation, car sa réapplication risque d'en être affectée. Ces cas où l'on ne peut pas trouver d'espace suffisant pour traiter les trous inférieurs par indentation et les trous supérieurs par gaz sont extrêmement rares dans mon expérience, en dehors peut-être des maladies et des rédo-dégénératives qui posent d'autres problèmes. Avec cette attitude, sur les 474 décollements de rétine par trous équatoriaux de première intention, je n'ai eu qu'un échec. C'est le malade qui a refusé de se faire réopérer. J'aurais certainement guéri ce malade par une indentation de première intention, mais il était âgé, je n'ai pas eu le bon raisonnement. Alors, vous pouvez être surpris par ma propension à traiter bon nombre de ces décollements par trous trophiques par cryo-drainage gaz, avec seulement un échec sur ce grand nombre de cas, alors que les statistiques publiées sur la pneumatique rétinopexie n'encouragent pas un tel enthousiasme. Et d'ailleurs, si l'on regarde la littérature de ces 10 dernières années, les résultats de plus de 100 études montrent que le taux moyen de guérison anatomique obtenu par la rétinopexie pneumatique de première intention tourne autour de 75%, avec des extrêmes allant de 61 à 91%. Alors comment expliquer cette différence avec mes chiffres? Les raisons sont doubles. Tout d'abord, on ne parle pas de la même procédure. La rétinopexie pneumatique, popularisée aux États-Unis par Hilton, permet de traiter le malade à la consultation, ce qui peut être un avantage aux États-Unis, mais elle ne comporte pas de drainage du liquide sous-rétinien. Ce drainage, je vous l'ai dit dans le chapitre 9, est pour moi essentiel. C'est comme mon secret de fabrique, car il permet dans ces yeux où le décollement est parfois ancien et le liquide sous-rétinien épais, de remettre la rétine à plat sur la table d'opération et de faire donc redémarrer la réaction adhésive immédiatement, sans attendre la résorption du liquide et le bon positionnement de la bulle. Deuxièmement et surtout, on ne parle pas des mêmes indications. Dans toutes les séries publiées de rétinopexie pneumatique
Il n'est pas question de décollement sans DPV. Il n'est pas question de décollement rétinogène. Les critères d'inclusion sont la plupart du temps des décollements avec des déchirures petites ou moyennes, comprises entre 8 heures et 4 heures, chez des patients FAC et capables de tenir une position. Les contre-indications étant simplement les stades C ou D et les glaucomes avancés à cause du risque hypertonique puisque seule une ponction de chambre antérieure est réalisée. On comprend alors qu'il puisse y avoir entre 10 et 40% d'échecs de première intention, ce qui, dans les indications dont nous parlons, serait parfaitement inadmissible. Dans les indications de la rétinopexie pneumatique, on va trouver des déchirures par traction, donc des décollements où le vitré a commencé une contraction. La galette vitréenne, comme je l'ai appelée, a commencé à se rétrécir et tout naturellement, la bulle de gaz, en appuyant sur un des bords de la galette, va tirer sur le bord opposé en créant des déchirures inférieures. C'est pour ça que l'injection de gaz a hérité de cette horrible réputation d'être génératrice de déchirures inférieures. Mais en fait, ce n'est que lorsqu'elle est injectée dans un vitré malade, en cours de rétraction, qu'elle a cet effet. Lorsque le vitré est déjà relâché par une indentation qui, comme nous l'avons vu, agit sur tout le pourtour de la galette, ou lorsque, comme dans le cas présent, le vitré est tout à fait normal et même non décollé, la bulle de gaz ne va pas entraîner de déchirure inférieure. Ne vous laissez donc pas impressionner par ces chiffres qui ne correspondent pas à ces indications. Si vous savez reconnaître un décollement rétinogène, et c'est pour ça que j'ai insisté pendant tous ces chapitres sur l'intérêt d'un examen à la lampe à fente, vous pouvez suivre mes indications sans risque. Alors, bien sûr, vous aurez toujours le risque qu'un DPV survienne dans un deuxième temps et entraîne une déchirure, puisque votre galette vitréenne ne sera pas relâchée. Mais là, ce sont les risques inhérents à cette chirurgie. Moins vous traumatisez l'œil, plus le risque de récidive est important. Mais aussi, plus la récupération visuelle est grande. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'en faire le minimum, au risque d'avoir une récidive. C'est toute la beauté de cette chirurgie. Alors bien sûr, au début de votre installation, vous ferez probablement plus d'intentation car vous aurez peur d'un échec. Mais petit à petit, vous prendrez confiance. Le tout, vous l'avez compris, c'est de ne pas faire de vitrectomie, qui est le seul moyen d'entrer dans un processus qui pourra vous conduire à l'échec. Comme je vous l'ai déjà signalé, je n'ai fait qu'une vitrectomie pour un décollement par trou trophique. C'est un cas qui s'associe à une cataracte secondaire tellement dense que j'ai dû brouter la capsule pour voir le décollement et le traiter par cryogaz. Si vous ne faites pas de vitrectomie, votre risque d'échec sera nul ou pratiquement nul. Mais je parle et on n'avance pas beaucoup. Passons maintenant au décollement par dialyse à l'aura. Il y a deux sortes de dialyse. Les désinsertions idiopathiques, temporales inférieures, et les désinsertions traumatiques, en principe en nasal supérieur. Attention, là encore, distinguons bien une dialyse d'une déchirure géante qui survient sur la base du vitré et qui, par définition, laisse la rétine basale en place. J'ai traité certaines désinsertions traumatiques par cryodrainage gaz lorsqu'il y avait suffisamment de rétine décollée pour que le drainage permette une bulle d'au moins 0,6 à 0,8 cc et lorsque le bord de la dialyse n'était pas trop rigide. Il arrive en effet que sous l'effet du temps, ce bord postérieur s'enroule et se rétracte un peu. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, je faisais une indentation de PTFE.
Le gros avantage du PTFE dans ses indications de dialyse est sa tolérance, car l'indentation doit être très antérieure et le malade risque d'être gêné par le bord d'un implant en silicone dur. Là aussi, jamais de vitrectomie. La seule vitrectomie que j'ai faite dans ces dialyses traumatiques a été faite pour une hémorragie du vitré. Pour les dialyses idiopathiques temporales inférieures, par contre, l'indication de cryoponction de gaz est exceptionnelle et il faut pratiquement toujours les indenter. Comme je vous l'ai montré dans le chapitre 8, la corne inférieure de la désinsertion se projette toujours juste derrière l'insertion du droit inférieur, juste à l'intérieur du petit retour en arrière que fait cette insertion musculaire. C'est pourquoi il est bon de couper ce retour en arrière afin de pouvoir placer l'indentation plus en avant en regard de la corne de la dialyse. Cette indentation va monter sur 1, 2 ou 3 heures selon la longueur de la désinsertion. Juste un conseil, si la dialyse est très bâillante, veillez à serrer déjà un peu vos points de suture pour amorcer une indentation avant de pratiquer la ponction, pour éviter que, sous l'effet du drainage, le vitré soit attiré dans la béance de la dialyse. Ça m'est arrivé une fois. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai dû faire une vitrectomie dans une désinsertion idiopathique, pour enlever la mèche du vitré incarcérée dans la ponction et permettre la bonne réapplication rétinienne. Là encore, je vous recommanderais d'utiliser un implant de PTFE pour un problème de tolérance. Juste un dernier conseil, vérifiez bien avant d'opérer le malade que la zone décollée ne bisectrise pas la macula. Si tel est le cas, ne vous engagez pas trop auprès du malade sur la récupération fonctionnelle post-opératoire, car les dépôts qui se déposent à la périphérie des décollements risquent de s'interposer entre le neuroépithélium et l'épithélium pigmentaire au niveau maculaire et de réduire la récupération visuelle. Vous voyez donc que sur 572 décollements rétinogènes consécutifs sans DPV, je n'ai fait en tout et pour tout que 3 vitrectomies et je n'ai eu qu'un échec et aucune injection de silicone. Imaginez le nombre d'échecs ou d'injections de silicone si j'avais fait une vitrectomie systématique. Vous voyez donc que ça vaut le coup de diagnostiquer grâce à la lampe à fente ces décollements rétinogènes, car là, c'est 14% de tous les décollements de première intention qui viendront vous consulter que vous êtes sûr de guérir par un geste facile et rapide. Nous verrons la suite de ma stratégie dans le chapitre suivant. À bientôt.